Amateurs de frissons, bienvenue à tous dans cette vidéo d'histoire d'horreur. Vous allez pouvoir découvrir une compilation d'1 heure de mes vidéos précédentes. Ce mix est conçu pour vous accompagner en fond dans vos tâches quotidiennes ou pour les plus téméraires d'entre vous, pour vous aider à vous endormir. Laissez-vous transporter par ces récits, je vous souhaite une agréable écoute. Avant sa blessure à la tête, Sophie et son mari avaient un rituel. Si jamais elle restait tard au bureau et avait besoin de prendre le dernier train pour rentrer chez elle, ils l'attendaient à la gare et la frôlaient accidentellement en descendant du quai. Ils prenaient une voix timide et agissaient comme s'ils se rencontraient pour la première fois en lui disant des phrases bateau pour la draguer. Elle aimait beaucoup ce petit jeu de séduction qu'ils avaient installé entre eux. Mais une nuit, le quai était vide lorsque les portes automatiques ont sifflé derrière elle. Son mari n'était pas là. Son estomac a fait un bond. En sortant de la gare, elle parcourait un long tunnel souterrain, sale et mal éclairé. Et c'était la vraie raison de la tradition de Darren et Sophie, parce que ni l'un ni l'autre n'aimait l'idée qu'elle rentre chez elle seule. Alors que ses appels restaient sans réponse, Sophie est restée là, sa jambe bondissant de haut en bas. Des lampadaires se sont allumés au-delà de la clôture en fer entourant la gare et le ciel est devenu de plus en plus sombre jusqu'à ce qu'enfin, elle n'ait d'autre choix que de partir aussi rapidement que possible. À l'intérieur du passage souterrain, des ampoules halogènes crépitaient à environ 10 mètres l'une des autres. Elle a marché jusqu'à la moitié du tunnel, respirant par la bouche pour éviter la puanteur d'urine qui empestait. À mi-chemin, un bruit rapide de pas a foncé derrière elle. Elle s'est retournée, sa poitrine a heurté quelque chose de solide, puis 2 mains ont jailli et l'ont attrapée par les poignets. Dans la faible lumière, elle pouvait distinguer des cheveux foncés et des yeux bleus profonds. Elle a poussé un énorme soupir de soulagement en pensant que c'était son mari. L'homme l'a appelée chérie, et c'est là qu'elle s'est rendue compte que ce n'était pas lui. Le cerveau de Sophie est entré en mode panique totale, ce qui signifie que le reste de la rencontre est encore un énorme flou. Mais elle sait qu'elle a riposté avec des coups de poing et des coups de pied. Ses ongles ont griffé l'œil gauche de l'homme et ont écorché son nez. Il continuait à crier quelque chose, mais c'était impossible à entendre sous ses cris rebondissant sur les murs. À un moment donné, elle a mordu sa main très fort. Après ça, elle a en tête des images d'elle couchée dans une mare de sang, tandis que l'homme s'excuse. Et quand elle se concentre vraiment pour retrouver ses souvenirs, elle revoit des dents acérées, entremêlées d'une brume de ténèbres. Ensuite, elle se rappelle avoir vu un cercle de visages flous autour d'elle qui la regardaient fixement. Ces visages étaient comme les mannequins sans expression que l'on voit dans les vitrines des magasins. Avec le cœur au bord de la gorge, elle s'est débattue jusqu'à perdre connaissance. Quand elle s'est réveillée, le seul visage qu'elle a vu, c'était celui de l'infirmière avec une voix douce et désincarnée qui flottait, promettant que tout irait bien. Quelque part à proximité, le bip continu d'un moniteur cardiaque prenait de la vitesse et petit à petit, elle a réalisé qu'elle était à l'hôpital. En regardant l'infirmière, elle a avalé sa salive de peur et lui a demandé ce qui était sur son visage. Dans l'incompréhension la plus totale, elle lui a demandé ce qu'elle voulait dire par là, et Sophie lui a répondu qu'elle voyait son visage lisse et plat, comme s'il était composé que de chair rose et de flou, comme si elle n'avait pas de yeux, ni de nez ou de bouche. L'infirmière sans visage lui a expliqué que Sophie avait subi une grave blessure à la tête et l'a couvert de gentillesse et de soutien pendant qu'une série de lampes de poche se braquaient dans ses yeux et que ses constantes étaient vérifiées une 12aine de fois. La voix de l'infirmière continuait à lui dire de ne pas trop bouger, sinon les points de suture qu'il y avait au-dessus de sa tête risqueraient de se détacher. Une autre figure au crâne vide, celle-ci habillée d'une blouse de médecin, est venue se tenir au pied de son lit. Et c'est là que Sophie a entendu pour la première fois le terme prosopagnosie, également connu sous le nom d'aveuglement au visage et qui peut résulter d'une lésion cérébrale traumatique. Ce qui a suivi a été un tourbillon d'activités. Darren, que Sophie ne reconnaissait que par sa coupe de cheveux et sa voix, a été autorisée à rester avec elle. Elle a serré sa main tout au long de l'avalanche de larmes et des visites sans fin des neurologues. Sur le chemin de la gare, le soir de l'attaque, Darren avait vu un jeune conducteur piler sur ses freins beaucoup trop tard pour s'arrêter à un feu rouge. Une vieille dame a été projetée dans les airs et Darren a appelé une ambulance pendant qu'il exerçait une pression sur la poitrine de la pauvre femme pour l'empêcher de saigner à mort. C'était la raison pour laquelle il avait manqué les appels de Sophie. Une femme nommée Tracy et son berger allemand, Buster, ont été attirés vers le tunnel par les cris de Sophie. Tracy a lâché Buster sur l'agresseur de Sophie, qui s'est enfui en direction de la gare, couvert de son sang. Tracy et Buster sont tous deux venus rendre visite à Sophie à l'hôpital et ils ont posé pour une photo qui a fait la une du journal local. L'histoire d'un chien héros incluait un encart sur la condition de Sophie, même si elle avait spécifiquement demandé au reporter de ne pas l'inclure. 2 policiers, que Sophie pouvait seulement distinguer par leur différence de taille, l'ont interrogé sur son agresseur. À en juger par leur voix irritée, ils espéraient en apprendre plus que ses cheveux ressemblaient un peu à ceux de Darren.
Bien que ça ait pris des jours d'interrogatoire, Sophie a convaincu Darren de révéler ce que les autorités savaient sur l'homme. Il s'est avéré qu'après que Buster l'ait poursuivi sur le quai, l'agresseur s'était enfui en courant le long de la voie. Tracy a appelé la police qui l'a poursuivi, lampe de poche à la main, mais n'a découvert qu'un sac à dos abandonné à quelques centaines de mètres au nord. L'agresseur de Sophie l'a laissé tomber en escaladant une clôture pour s'enfuir dans la zone de chargement d'un entrepôt. À l'intérieur du sac, ils ont trouvé des photos d'espionnage de Sophie, ainsi que des entrées de journal et des lettres d'amour remplies de détails étranges sur leur prétendue relation. Les agents ont dit qu'ils traquaient Sophie depuis plusieurs mois, vivant une fantaisie où ils étaient mari et femme. Leur promesse de l'avoir bientôt en garde à vue sonnait un peu creux aux oreilles de Sophie. Pendant les semaines passées enfermée dans le service, Sophie a eu un cours intensif sur la difficulté de la vie avec la prosopagnosie. Vêtues de leur blouse d'hôpital identique, ses camarades de chambre étaient impossibles à distinguer à moins qu'ils n'aient une caractéristique unique, comme un vernis à ongles verts. Et elle souffrait d'une légère crise de panique à chaque fois que quelqu'un de son cercle intérieur changeait de coiffure ou achetait un nouvel habit. Après un tourbillon de scanners et de tests, les médecins ont suggéré à Sophie de consulter un spécialiste, bien que Sophie puisse dire qu'elle n'avait pas beaucoup confiance en sa guérison. Étant donné que certaines des photos d'espionnage ont été prises depuis le jardin de leur maison, Darren et Sophie ont déménagé dans l'autre côté de la ville. À chaque fois que Sophie apercevait son reflet, son pouls montait en flèche, alors elle a insisté pour ne pas avoir de miroir. Tôt un matin, 15 jours plus tard, un inconnu au profil correspondant à celui de son agresseur a frappé à la porte d'entrée. Sophie avait déjà attrapé un vase qui était sur une table d'appoint à proximité quand d'une voix ridicule, Darren a dit qu'il était désolé de la déranger, mais qu'elle avait les yeux les plus beaux qu'il ait jamais vus et lui a présenté un bouquet de roses. Il la taquinait encore, jouant à faire semblant comme autrefois. Maintenant au bord d'une crise cardiaque, elle lui a dit qu'elle avait besoin de s'asseoir. Il s'est excusé 1000 fois et elle lui a dit que c'était pas grave, mais qu'elle préférait qu'il rejoue jamais à ce jeu de rôle ridicule. Il a bien sûr accepté. Dans les semaines qui ont suivi, la confiance de Sophie en sa capacité à lire les gens a grandi. Tout le monde avait un indice, que ce soit une tendance à porter des bijoux bruyants ou une habitude compulsive de se gratter l'oreille. Avec le temps, elle s'est adaptée à cette nouvelle façon de voir, ou plutôt de ne pas voir le monde. Jusqu'à cette nuit-là. Ils étaient là, à regarder Rick et Morty dans la chambre, à savoir que Sophie n'avait jamais aimé les dessins animés auparavant, mais depuis le diagnostic, suivre des émissions en direct était devenu beaucoup trop difficile, alors elle s'était tournée vers tout ce qui avait de la couleur vive et des motifs distincts. Alors qu'elle se trouvait face au mur et qu'elle naviguait sur internet, Darren a enfilé son peignoir bleu marine et est descendu en bas pour utiliser la salle de bain. Sophie était toujours en train de lire le même article lorsque des bruits de pas ont résonné dans le couloir. Immédiatement, sa peau s'est hérissée. Elle savait pas pourquoi elle avait si peur. Était-ce la vitesse des pas ou peut-être leur rythme? Alors que la porte grinçait en s'ouvrant, elle a jeté un coup d'œil à Darren, il était toujours dans son peignoir. Au moment où il a traversé la pièce et s'est glissé à côté d'elle, sa colonne vertébrale était couverte de sueur. Elle pouvait encore sentir l'odeur boisée de son parfum. Alors qu'est-ce qui a déclenché l'alarme dans son esprit? Alors qu'un bras s'enroulait autour de son estomac, son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Du coin de l'œil, un visage vide la fixait droit dans les yeux, silencieux et immobile. La façon dont cette main rugueuse sondait son estomac et le goût de ses souffles nauséabonds, tout ça évoquait des souvenirs du tunnel. Elle s'est roulée vers le mur, soudainement prise au piège. Et ça nous mène à maintenant. Sophie se trouve dans une situation délicate, partagée entre la peur et le doute. Incapable de déterminer si la personne à côté d'elle est son harceleur se faisant passer pour son mari, ou si elle est simplement paranoïaque. Elle est confrontée à un dilemme angoissant. Si c'est son harceleur, il a probablement appris sa condition à partir de l'article et pourrait exploiter cette information pour réaliser sa fantaisie. Sophie redoute les conséquences potentiellement dangereuses de la fuite ou de l'appel à la police, craignant même pour la sécurité de Darren. Mais il existe également la possibilité que Sophie s'affole pour rien, comme ça a pu lui arriver auparavant. Sans moyen sûr de le vérifier, sans éveiller les soupçons, elle décide de rester sur ses gardes, prétendant simplement naviguer sur internet, jusqu'à ce que la respiration de la personne à côté d'elle devienne régulière et lente. Alors, elle envisagera de partir aussi discrètement que possible. Sophie conclut en exprimant que si on ne la revoit pas, ça signifiera que ses instincts étaient justifiés. Alex et Cliff jouaient au même jeu du chat depuis plus de 15 ans maintenant. C'était qu'un jeu pour enfants où il fallait réussir à toucher l'autre et pourtant Alex avait eu peur pour sa vie. Tout avait commencé l'été avant le lycée. Cliff venait de déménager à Sheffield, à quelques rues de lui. Il l'avait vu quelques fois au parc, seul. Un jour, Cliff était simplement venu le voir et lui avait demandé s'il voulait jouer à chat. Il avait accepté et ils étaient restés amis depuis. Tout au long de leur adolescence, jusqu'à l'université, ils avaient maintenu ce jeu de chat entre eux. Pourquoi ?
Alex n'avait jamais réussi à trouver une réponse satisfaisante. Il supposait qu'ils étaient tous les deux des personnes compétitives. Ils aimaient gagner et personne ne perdait tant que le jeu continuait. Après l'université, Alex avait dû déménager à Londres pour poursuivre ses rêves et devenir cinéaste. Cliff restait ici, il avait maintenant une vie à Sheffield. Il fréquentait Olivia depuis quelques années à ce moment-là et les choses devenaient sérieuses. Pendant leur adieu, Cliff l'avait serré fort contre lui avant de le taper sur l'épaule. « Chat, tu es touché », avait-il chuchoté. Il s'était promis de se revoir souvent, mais comme d'habitude, la vie s'était mise en travers. Sa carrière avait commencé et décollé, et Cliff avait fondé une famille avec Olivia, donnant naissance à leur premier enfant, Rosie. Le jeu était devenu une excuse pour se rendre visite pour leurs anniversaires. Ils se surprenaient en se présentant sans prévenir et en se touchant. Ça avait duré de nombreuses années, l'élément de surprise s'était estompé, mais c'était simplement une excuse pour maintenir leur amitié en vie. Il y a quelques années, Alex avait du temps libre entre les projets sans grand chose à faire. Il n'avait pas eu de nouvelles de Cliff depuis un bon moment, alors il avait décidé de le surprendre vraiment cette fois-ci pour son anniversaire. Le plan, c'était de se présenter à sa porte une semaine plus tôt, le toucher et exiger ensuite qu'ils aillent boire un verre ensemble. Il avait chargé son camping-car et il était parti pour Sheffield. Ça semblait être le plan parfait, mais ça s'était avéré être la pire décision de sa vie. Il était 20h lorsque Alex s'était garé devant la maison de Cliff. L'endroit était sombre, mais la voiture de Cliff était garée dans l'allée. Il avait observé la maison quelques minutes pour voir si quelqu'un était chez lui. Une silhouette était passée devant l'une des fenêtres du salon, toujours dans l'obscurité. Quelqu'un était donc chez lui. Juste au moment où il allait frapper, Cliff était apparu dans l'embrasure de la porte, habillé comme s'il allait sortir. À en juger par son expression, il était aussi surpris que lui. La scène se déroula dans un silence tendu, alors que son expression se figeait dans un choc sévère. Il leva les mains en signe d'innocence, esquissant un sourire pour tenter d'adoucir la situation. Mais Cliff resta silencieux, son regard perçant semblant transpercer Alex. Avançant lentement, Alex étendit son doigt pour le toucher à la poitrine, comme un geste ludique. Mais le visage de Cliff restait imperturbable, ses traits tirés par une certaine gravité. Cliff secoua la tête avec fermeté, refermant la porte d'entrée avec un bruit sourd, coupant court à toute discussion. Son regard en disait long sur sa réticence. C'est alors qu'il annonça à Alex la raison de sa réaction, révélant la situation délicate de la famille de sa femme. Son père était en train de mourir, alors elle avait emmené sa fille voir sa grand-mère. Un instant de compassion passa dans les yeux d'Alex alors qu'il comprenait mieux la réaction initiale de Cliff. Malgré tout, Alex tenta de trouver une lueur d'espoir dans la situation, suggérant qu'il pourrait être disponible pour passer du temps ensemble ce soir. Après un moment d'hésitation, Cliff consentit avec réticence, conscient de ses responsabilités à venir. Après les 6 bières, Cliff était d'une bien meilleure humeur. Il semblait plus détendu que jamais. Alex savait que son travail était difficile, quelque chose de compliqué avec les finances. Un bon salaire, mais un terrible équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et élever un enfant ne devait pas être facile. Mais maintenant, il faisait des blagues, achetait des shots de tequila, et même piquait quelques cigarettes à Alex en cachette. On aurait dit qu'ils étaient de nouveau des adolescents, juste 2 meilleurs amis qui appréciaient la compagnie de l'autre. Cliff revint à la table, titubant légèrement sous le poids des 2 pintes qu'il portait dans ses mains tremblantes. Il s'effondra sur le tabouret à côté d'Alex, lui donnant une tape dans le dos avec enthousiasme, pour marquer sa victoire. Alex glissa instinctivement son bras autour de son épaule, un sourire malicieux flottant sur ses lèvres. Cliff répondit avec un sourire exagéré, ses dents et ses gencives exposées dans une expression presque sauvage, éclatant de rire. Sa voix résonnait presque comme une mélodie alors qu'il déclarait, avec un ton taquin, qu'il prendrait Alex par surprise un jour. Il leur avait fallu 2 fois plus de temps pour rentrer à la maison, avec plusieurs arrêts pour vomir et uriner en chemin. Leur conversation s'était estompée lorsque finalement ils étaient arrivés chez lui. Alex avait déverrouillé le camping-car et s'apprêtait à monter. Cliff lui avait proposé d'un ton désespéré de venir chez lui. Mais Alex avait refusé, ressentant une vive douleur derrière son œil droit. Les maux de tête de lendemain de cuite commençaient déjà à traverser son crâne. Cliff travaillait le lendemain, alors Alex avait promis de ne pas le déranger. Il avait de toute façon un long trajet de retour et avait besoin de quelques arrêts pour prendre des collations et remettre en question ses choix de vie avant de rentrer chez lui. Il s'était dit au revoir en se serrant dans les bras et Cliff l'avait serré fort. Alex avait cru qu'il allait vomir. Une semaine plus tard, Alex avait cru qu'il allait vomir à nouveau, mais pour une raison très différente. De retour chez lui, il se préparait pour un tournage quand la police l'avait appelé. Il ne le savait certainement pas, mais cette nuit-là, il avait passé son temps avec un meurtrier. Cliff avait poignardé Olivia et Rosie le matin avant la visite d'Alex. Une minute, il prenait le petit déjeuner avec sa famille, et la suivante, il les poignardait tous les deux avec un couteau. Leur sang continuait de s'écouler sur les carreaux de la cuisine lorsque Alex était arrivé quelques heures plus tard. Il les avait laissés pourrir là, alors qu'ils se saoulaient ensemble. La police semblait presque ravie de lui parler, convaincue qu'il pouvait éclairer l'affaire.
Cette certitude avait rapidement été remplacée par un choc et une profonde frustration lorsque Alex leur avait dit qu'ils avaient passé toute la nuit ensemble et qu'ils n'avaient absolument rien remarqué. Cliff semblait bien, même mieux que bien, il semblait formidable. Il n'y avait pas de motif, pas de suspect et pas de piste. Une chose était certaine, ils formaient une famille heureuse. Aucune preuve d'affaires secrètes ou de dettes cachées. C'était comme si Cliff avait simplement décidé de faire exploser la vie qu'il avait passé tant d'années à construire. Alex aimait Olivia et Rosie. Et maintenant, elles avaient été effacées de la planète par quelqu'un qu'il avait appelé son meilleur ami. Les semaines suivantes, Alex passa dans un état second, rejouant la nuit sans fin dans sa tête, cherchant des indices sur ce qui était arrivé à son ami de 15 ans. On pourrait penser que tout ce temps passé avec quelqu'un signifierait que vous auriez une idée de la personne qu'ils sont. Mais non. Nous portons tous des masques, mais certains cachent des visages bien plus laids que d'autres. Une grande partie de la nuit était floue. Il était difficile de tout reconstituer. Mais il y avait un moment qu'il ne pouvait pas oublier, quand Cliff lui avait dit qu'il le prendrait au moment où il s'y attendrait le moins. Alex a commencé à se demander si Cliff jouait encore à chat avec lui. La police avait dit qu'il s'était caché quelque part dans le Peak District. Il cherchait partout, mais il n'avait encore rien trouvé. Il n'avait rien emporté et était parti à pied. L'officier pensait qu'il était sorti dans les bois pour mourir, qu'on trouverait son corps échoué quelque part dans un fossé. Alex savait que s'il restait un soupçon de l'ancien Cliff quelque part, il comploterait pour lui rendre l'appareil. Il n'aimait jamais perdre, et tant qu'il était touché, il perdait. Des mois se sont écoulés et personne ne savait où Cliff était parti. Alex savait qu'il n'était pas parti loin. Il était là, à se faufiler aux limites de sa vision, attendant la meilleure occasion de frapper, caché parmi la foule. Une nuit, Alex était dans son bureau en train de revoir des images pour un nouveau film sur lequel il travaillait. Il regarda par la fenêtre, et il était là, accroupi, près de la remise, obscurci par les ombres. Il s'est dit que ce n'était qu'un tour de son esprit, mais ensuite, il vit son visage, pâle et illuminé par la pleine lune. Il souriait. Alex attrapa son téléphone sur le bureau et appela la police. Mais au moment où ils décrochèrent, il avait disparu. Les mois ont passé et Cliff n'avait toujours pas été retrouvé. La police avait découvert des restes humains dans une grotte à quelques kilomètres de Sheffield, mais n'avait pas pu identifier qui c'était ni depuis combien de temps ils étaient là. L'intérêt pour l'histoire avait diminué et tout le monde était passé à autre chose. Même Alex avait arrêté de le voir autant, sauf dans ses cauchemars occasionnels. Son compte en banque était à sec et il devait trouver du travail. Il avait dépensé le reste de ses économies pour un thérapeute afin de se démêler du réseau de honte et de paranoïa qui le gardait prisonnier chez lui. Des questions le tourmentaient toujours. Comment pouvait-il faire confiance à quelqu'un à nouveau? Connaissons-nous vraiment les personnes que nous aimons? Qu'est-ce qui avait poussé Cliff à faire ce qu'il avait fait? Il en était venu à accepter qu'il ne trouverait jamais les réponses. Après de nombreuses séances longues et douloureuses, il avait enfin commencé à se sentir comme l'ombre d'un être humain normal. Il avait pu quitter la maison, regarder les gens dans les yeux et commencer à reconstruire sa vie. Mais la culpabilité ne l'avait jamais quitté. Même après toute la douleur qu'il avait endurée, au moins il était toujours en vie, ce qui ne pouvait pas être dit d'Olivia et de Rosie. Il avait fêté avec l'homme qui les avait effacés de ce monde et avait passé la nuit à dormir à côté de leurs cadavres. Il devait passer à autre chose, et la seule façon de le faire était de leur dire un dernier adieu. Il avait chargé son camping-car et s'était dirigé vers Sheffield, vers le cimetière où elles étaient toutes les deux enterrées. C'était un froid matin d'hiver, le vent tirait sur ses cheveux et ses vêtements, alors qu'il marchait le long des rangées interminables des tombes en ruine, cherchant désespérément Olivia et Rosie. Il les avait finalement trouvées, cachées dans un coin tranquille sous un grand chêne. Le vent hurlait à travers ses branches, créant un bruit blanc incessant. Il avait essayé de se concentrer sur les noms gravés sur les tombes, mais il n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment d'être observé. Son cœur battait la chamade. Une branche avait craqué derrière lui. Il s'était retourné. C'était un écureuil qui le regardait quelques rangées plus loin. Il lui avait incliné la tête avant de courir aussi vite qu'il le pouvait dans l'autre direction. Il n'y avait pas une autre âme dans tout le cimetière. Il était complètement seul. Il avait pris une grande inspiration et avait regardé à nouveau les noms Olivia et Rosie. Il avait dit qu'il était désolé et avait remplacé les restes croûteux de quelques vieilles fleurs par des jonquilles fraîches qu'il avait achetées. Manifestement, personne ne les avait visitées depuis longtemps. Quelque chose au plus profond de ses entrailles lui disait que Cliff était parti. Il espérait qu'il avait perdu la raison et qu'il était mort de faim au milieu d'un bois. Alex avait dit au revoir à tous les trois ce jour-là et était rentré chez lui. La semaine dernière, à contre-cœur, il était à une fête. Sa nouvelle petite amie l'y avait traîné en lui disant que ce serait amusant. Ça l'était pas du tout. Il avait vidé une bouteille de vin en moins d'1 heure et la file d'attente pour les toilettes était de 4 personnes. Sa vessie n'était plus ce qu'elle était, alors il s'était faufilé dans le jardin pour trouver un endroit isolé. En sortant, le projecteur avait illuminé le jardin d'une lumière blanche vive. Il avait rampé jusqu'à un coin sombre. Après quelques secondes, le jardin était devenu noir lorsque les projecteurs s'étaient éteints. Puis, il avait entendu les bruits de pas derrière lui. Il courait à toute vitesse. Les projecteurs s'étaient rallumés. Il s'était retourné, une silhouette nue courait à travers le jardin vers lui.
C'était Cliff, et il arrivait vite. Sa peau était couverte de saleté et de boue, certaines anciennes, certaines nouvelles, avec une longue barbe blanche, hirsute et des cheveux gras. Il lui avait souri avec des dents manquantes. Son bras droit était tendu, ses yeux sombres brillaient à la lumière de la lune. 5 doigts géants avaient poignardé sa poitrine, envoyant une décharge de douleur aiguë à travers ses côtes. La force l'avait poussé contre la clôture du jardin. Il avait essayé de laisser échapper un cri, mais il s'était coincé dans sa gorge. Cliff avait approché son visage près du sien, sa respiration putréfiée piquant ses narines. « Chat, tu es touché », avait-il dit. Il s'était penché au-dessus de lui et avait respiré profondément près de son cou comme s'il savourait une dernière fois son odeur. Ensuite, il a sauté en arrière et a couru à travers le jardin à une vitesse terrifiante, disparaissant par-dessus la clôture du jardin. Alex gémissait en glissant le long de la clôture, essayant de retenir ses larmes. Personne ne le croyait, pas même la police. Il ne pouvait pas perdre plus d'années de sa vie en se cachant chez lui. Il devait reprendre le contrôle. Cliff était là-bas, vivant, et pas seulement ça. Il gagnait au jeu du chat. Il ne pouvait pas laisser ce salaud meurtrier gagner. Il devait le traquer pour Olivia et Rosie. Il allait le trouver et il fallait mettre fin à ce jeu une bonne fois pour toutes. Alex était dans une relation très abusive depuis sa première année de lycée jusqu'à sa dernière année d'université. Avec sa copine, ils se connaissaient depuis l'école primaire, leur famille était également proche, et elle semblait être une personne aimable au début, mais au fil du temps, les choses ont pris une tournure effrayante. Les abus ont commencé par des gestes mineurs, des insultes et des rabaissements pour rien. Les gifles ont suivi chaque fois qu'elle estimait qu'Alex faisait quelque chose de stupide. Avec le temps, la situation a empiré, devenant à la fois physique et psychologique. Les tactiques utilisées pour l'empêcher de partir étaient variées et implacables. Les menaces de suicide et de violence envers sa famille le maintenaient piégé dans cette relation. Même s'il essayait de désamorcer les situations tendues, ça ne faisait qu'empirer les choses. Lorsqu'elle ne le frappait pas ni ne l'insultait, elle passait des heures assise sur le canapé, se grattant le cuir chevelu et s'arrachant des mèches de cheveux. Des traces de cheveux avec parfois des gouttes de sang étaient trouvées partout dans l'appartement. Alex soupçonnait qu'elle souffrait d'une maladie mentale non diagnostiquée et avait tenté à plusieurs reprises de lui trouver de l'aide, en vain. En tant qu'homme maltraité, il pensait qu'il devait avoir peur ou honte d'en parler. Soit il craignait d'être perçu comme faible, soit il appréhendait de ne pas être cru du tout. Mais il est important de se rappeler que n'importe qui peut être victime d'un partenaire abusif. Il est crucial de les quitter immédiatement, d'en parler à vos proches et de vous adresser aux autorités. Sinon, vous risquez de vous retrouver dans une situation comme la sienne et ça ne fera qu'empirer. Se sentant piégé, Alex avait l'impression qu'il n'y avait plus rien qu'il puisse faire pour sortir de cette situation. La peur pour sa vie et celle de sa famille le maintenait éveillé la nuit. Finalement, atteignant le désespoir, Alex décida d'engager un détective privé pour documenter les abus. Il collecta des preuves, des enregistrements, des photos des blessures infligées et des menaces proférées. Une nuit, Alex a vécu une autre crise avec sa petite amie, elle a commencé à le frapper et à le mordre. Cependant, il a finalement décidé qu'il en avait assez d'être une victime, il s'est enfermé dans la chambre, a barricadé la porte et a appelé la police. Il a attendu ce qui lui semblait être une éternité pendant qu'elle frappait violemment à la porte en lui disant « Je vais te tuer, je vais te foutre en l'air ». Finalement, elle s'est éloignée de la porte et il l'a entendu crier de douleur. Il s'est avéré qu'elle s'était brûlé le bras sur la cuisinière afin de le montrer aux policiers et de le rendre responsable. Lorsque la police est arrivée, elle leur a montré la brûlure massive sur son bras et leur a dit qu'Alex l'avait agressé. Cependant, Alex a remis aux policiers l'enveloppe et la clé USB avec toutes les preuves que son détective privé et lui avaient rassemblées. Lorsqu'elle a réalisé qu'elle pouvait plus le forcer à rester avec elle, elle est devenue furieuse et s'est jetée sur lui. Heureusement, les policiers l'ont rapidement maîtrisé, l'ont menotté et l'ont emmené au poste. En la voyant partir dans la voiture de patrouille, Alex a commencé à pleurer. Il savait qu'elle pouvait plus lui faire de mal et qu'il pouvait enfin passer à autre chose dans sa vie. Alex a décidé de ne pas porter plainte, car il pensait pas que la prison l'aiderait. Il savait qu'elle avait besoin d'une aide professionnelle et il voulait pas non plus revivre son traumatisme devant un tribunal, devant un grand groupe de personnes. Il voulait juste que tout soit terminé, qu'elle reste loin de lui et qu'il puisse passer à autre chose dans sa vie. Après ça, elle est retournée vivre chez ses parents. Ils vivaient dans une petite ville, donc même si Alex n'a jamais rendu ça public, la nouvelle s'est répandue sur ce qui s'était passé. Finalement, tout le monde savait quel genre de personne elle était, et à cause de ça, ses parents ont décidé de déménager la famille dans un autre état, et elle est partie avec eux. Une année s'est écoulée, et ce fut l'une des meilleures années de la vie d'Alex. Il a réussi à décrocher un nouvel emploi et à rencontrer l'amour de sa vie qui est ensuite tombée enceinte de leur premier enfant. Il a plus rien entendu de son ex et espérait que ça resterait ainsi.
jusqu'à ce qu'il reçoive un appel un soir. Il était assis sur le canapé, en train de regarder la télévision avec sa fiancée, et il a répondu au téléphone. C'était sa mère. Elle lui a dit qu'elle avait reçu un appel de la tante de son ex et qu'elle lui avait appris que son ex avait pris un mélange de divers médicaments et qu'elle s'était noyée dans un lac près de chez elle. Apparemment, c'était un suicide. Alex était sous le choc, une partie de lui était triste et il se blâmait de ne pas avoir fait en sorte qu'elle obtienne l'aide dont elle avait vraiment besoin lorsqu'ils étaient ensemble. Mais il savait aussi qu'il avait été sa victime. Malgré tout ce qu'elle lui avait fait subir, il avait fait de son mieux pour lui procurer de l'aide dont elle avait désespérément besoin. Mais il n'y avait rien d'autre qu'il aurait pu faire dans ces circonstances. Cependant, il mentirait s'il disait qu'il n'y avait pas eu une partie de lui qui ressentait du soulagement. Il savait que ça semblerait horrible, mais savoir que son agresseur n'existait plus dans ce monde lui procurait une sorte de réconfort un peu tordu. Maintenant, il savait qu'elle ne pourrait plus lui faire de mal, enfin, c'est ce qu'il pensait. Une autre année s'est écoulée et son magnifique petit garçon est né. Sa fiancée et lui ont appris les ficelles de la parentalité. Alex avait largement surmonté le traumatisme de sa relation précédente, fait la paix avec ce qui était arrivé à son ex et s'était pardonné de ne pas avoir pu l'aider. Finalement, tout allait enfin dans le sens qu'il souhaitait. Jusqu'à la nuit dernière. Alex et sa fiancée dormaient dans leur chambre, c'était l'une des rares occasions où leur nouveau-né dormait également paisiblement dans son berceau, sans pleurer toute la nuit. Alex, il avait travaillé pendant de longues heures pendant que sa fiancée restait à la maison en congé maternité. De plus, ils passaient actuellement la plupart de leur temps libre à rechercher un nouveau logement. Inutile de dire qu'ils avaient besoin de repos. Soudain, Alex fut réveillé par ce qui semblait être une main très froide et mouillée entourée autour de son cou. Il se leva immédiatement et regarda autour de lui. Sa fiancée et son fils dormaient profondément. Il n'y avait personne d'autre dans la pièce, mais son cou était maintenant mouillé et froid. Alex pensa que c'était un mauvais rêve ou quelque chose comme ça, et que l'humidité sur son cou, c'était simplement de la transpiration. Il n'y a pas trop réfléchi et il a essayé de se rendormir. Alors qu'il fermait les yeux, le son des sanglots d'une femme commença à résonner à travers l'appartement. Ça commença doucement, mais devint de plus en plus fort. Alex se redressa et écouta attentivement. Il entendit quelque chose, c'était pas dans sa tête. Il se leva lentement, sortit de la chambre et ferma la porte derrière lui, s'assurant de la verrouiller en sortant. Il a marché dans une flaque d'eau en se dirigeant vers le couloir et remarqua une traînée d'eau menant tout le long du salon. Il a commencé à la suivre et en s'approchant du salon, il a entendu un bruit étrange de grattage alors que les sanglots continuaient. On aurait dit que quelqu'un se grattait le cuir chevelu. Immédiatement, Alex, il a pensé à son ex. Sur le coup, il y a pas cru et il s'est dit c'est impossible. Dès qu'il est arrivé dans le salon, il s'est arrêté net. Il y avait une femme aux longs cheveux noirs mouillés qui était assise sur le canapé et qui lui tournait le dos. Elle pleurait et elle se grattait le cuir chevelu. À ce moment-là, il savait qui c'était et il voulait pas le croire. Il s'est figé de peur quand soudain, elle a cessé de pleurer et a tourné lentement la tête. L'obscurité cachait une grande partie de son visage, mais Alex a vu ses yeux très clairement. Ils étaient remplis de colère et de haine. Quand elle a tourné le cou, il a pu entendre le craquement de ses os. Ensuite, elle a sauté sur le canapé tout en se retournant complètement pour lui faire face. Là, Alex, il pouvait la voir plus clairement parce que les lampadaires à l'extérieur de la fenêtre éclairaient son visage. Sa peau était blanche, pâle et ridé. Ses vêtements étaient mouillés et déchirés et ses cheveux étaient en désordre. Ils couvraient une partie de son visage. C'était elle. Là, Alex, il s'est demandé comment c'était possible, il a eu du mal à trouver les mots alors qu'il commençait à hyperventiler. Il pensait qu'il était en train de rêver ou peut-être qu'il était devenu fou. Il sait pas pendant combien de temps, mais ils sont restés là, à se regarder fixement. Soudain, elle a poussé un cri horrible, déchirant le silence, et elle a bondi sur lui à quatre pattes. Alex a tourné rapidement les talons et s'est précipité vers la chambre. La seule pensée qui lui est venue à l'esprit, c'était de l'empêcher d'atteindre son fils et sa fiancée. En courant dans le couloir, il s'est retourné et il l'a vu grimper au plafond comme une araignée à une vitesse fulgurante. Ses cheveux couvraient son visage tandis que sa tête se balançait violemment de gauche à droite. Il est arrivé à la porte de la chambre et il s'est placé devant, prêt à l'empêcher d'entrer. Mais quand il s'est retourné, elle avait disparu. Sa fiancée déverrouilla la porte et l'ouvrit. Elle lui a demandé « Mais qu'est-ce qui se passe ?» avec une expression inquiète. Elle lui a juste dit « Fais gaffe, tu vas réveiller le bébé ».
Benjamin était un jeune très peu modeste, avec un ego surdimensionné et qui pensait réellement qu'il était une personne exceptionnellement intelligente, belle et charismatique. Alors l'idée qu'un incident horrifique puisse arriver à quelqu'un d'aussi exceptionnel que lui le choquait profondément. L'histoire commençait à l'été 2022, après que Benjamin eut achevé sa 2e année dans l'une des meilleures universités du pays. À l'époque, il entretenait une relation avec une jeune femme nommée Alexia, issue d'une famille moins aisée et travaillant à temps partiel dans un restaurant rapide. Benjamin, malgré sa perception mitigée d'Alexia, avait des projets d'amélioration pour son avenir post-diplôme. Son unique véritable ami était un colocataire à l'université, Troy, dont la richesse contrastait avec son intérêt obsessionnel pour le surnaturel. Troy affirmait que son manoir familial était hanté par un démon qui avait kidnappé son grand-père. Benjamin avait 2 semaines avant de commencer un stage d'été et cherchant à impressionner Alexia, il a décidé d'emprunter le manoir vide de Troy pendant son absence. Lors de la visite du manoir avec Alexia, Benjamin aperçut un étrange bruit provenant du sous-sol, mais il a attribué ça à son imagination. La nuit venue, alors qu'il regardait Netflix sur le canapé, Benjamin a ressenti un malaise et s'est réveillé à 2h du matin. Il a distingué une silhouette sombre et non humaine de 8 pieds de haut émettant un gémissement similaire à celui entendu plus tôt dans le sous-sol. C'est à ce moment-là que Benjamin a réalisé que le démon dont parlait Troy pouvait bien être réel. Alexia a demandé qu'est-ce qui allait pas à Benjamin. Lui, il est resté fixé sur la silhouette démoniaque. Suivant le regard de Benjamin, Alexia a poussé un cri d'effroi en découvrant la présence du démon qui s'approchait d'eux. Benjamin, dans un acte impulsif, il l'a poussé vers le démon pour le distraire, tandis qu'il courait vers la sortie. Perdu dans l'obscurité du vaste manoir, il a continué à courir sans repère. Il a trébuché et finalement il est tombé. Commençant à se plaindre de son sort, Benjamin s'est demandé pourquoi ça arrivait à quelqu'un d'aussi exceptionnel que lui. Des pensées lui sont venues à l'esprit et il s'est questionné pourquoi est-ce que c'était pas arrivé à Troy, qui considérait comme étant un loser. Pleurant et acceptant son sort, il a été surpris par une gifle violente de la part d'Alexia. Alexia, d'ordinaire réservée, exprimait sa colère envers Benjamin, l'accusant de l'avoir laissée pour morte pour sauver sa propre vie. La confrontation a éclaté entre eux avec des accusations et des reproches. Furieux de cette situation, Benjamin, après un bref moment de calme, a exigé des explications sur la manière dont Alexia avait survécu. Cependant, ses paroles égoïstes et méprisantes blessèrent Alexia, qui décida de mettre un terme à leur relation. Perplexe devant son comportement, Benjamin a tenté de la moquer en suggérant qu'elle pouvait s'échapper sans lui. Du coup, Alexia, elle s'est éloignée sans un mot. Benjamin, affirmant qu'il avait pas besoin d'elle, s'est dirigé vers la cuisine dans l'obscurité. Il a cherché à s'échapper par la fenêtre, il a utilisé une casserole pour la briser et se libérer. Alors qu'il souriait en se moquant d'Alexia, quelque chose a attrapé sa jambe. C'était le démon, le tirant inexorablement vers l'intérieur. Avec horreur, Benjamin réalisa qu'Alexia était déjà hors du manoir, ignorant ses cris de détresse. Le démon le traîna dans l'obscurité totale, le descendant vers le sous-sol. 2 ans plus tard, Benjamin, toujours captif, a partagé son histoire sur Reddit via un ordinateur portable. Il a découvert que la vie d'Alexia avait prospéré, tandis que lui, il était resté coincé dans le sous-sol, jouant au Monopoly avec le démon et le grand-père de Troy, regrettant son passé brillant. Cette 3e et dernière histoire n'est pas vraiment paranormale, mais vous verrez qu'elle est vraiment stressante et perturbante. Maria est une femme sud-américaine qui vit aux États-Unis depuis environ 11 ans. Elle a déménagé au Colorado à l'âge de 21 ans, s'installant dans la petite ville de montagne de Silverthorne. Recrutée par un programme d'échange pour les étudiants universitaires en Amérique du Sud, Maria est venue aux États-Unis pour travailler et voyager pendant les vacances d'été dans le Sud. À l'époque, Maria n'avait jamais vu de neige de sa vie, ce qui rendait son arrivée dans un endroit froid et enneigé comme le Colorado particulièrement excitante. Elle était prévue pour travailler dans un hôtel populaire de la ville de Frisco, non loin de l'auberge où elle résidait. L'auberge elle-même avait ses propres histoires un peu effrayantes. Lorsqu'elle est arrivée à l'hôtel, Maria a été accueillie par le propriétaire, un homme ukraino-américain d'environ 40 ans à l'époque. Après une brève présentation en anglais basique, il l'a observée d'une manière étrange, presque comme s'il l'analysait. Cet homme grand aux sourcils prononcés l'a ensuite conduite au restaurant et lui a confié le rôle d'hôtesse, en plus de la livraison des commandes en service en chambre, malgré ses inquiétudes quant à son niveau d'anglais.
Maria a dû faire face à des clients du monde entier, surtout pendant la saison de ski, une période très fréquentée. Elle a également commencé à aider en tant que serveuse pendant le petit déjeuner, malgré ses difficultés linguistiques, ce qui irritait souvent le propriétaire. Maria se souvient d'une situation où son manque de maîtrise de l'anglais a provoqué la colère du propriétaire. Une collègue et amie, également immigrée, était victime de son mépris constant, malgré son excellente maîtrise de la langue anglaise et sa longue résidence aux États-Unis. En dehors des heures de travail, le propriétaire adoptait un comportement gênant, offrant des verres au bar, faisant des commentaires suggestifs sur l'apparence de Maria, et même en la caressant. Un soir, pendant le réveillon, un incident grave a eu lieu à l'auberge où Maria vivait. Un résident, sous l'influence de substances inconnues, a menacé un de ses amis avec une arme à feu, proférant des injures racistes et des menaces de mort. Bien que l'individu ait été arrêté, la sécurité des étudiants résidant dans l'auberge était compromise. Après avoir raconté l'incident à un collègue, le grand patron est intervenu, assurant à Maria qu'elle ne devrait plus rester à l'auberge compte tenu des circonstances. Il l'a invitée à séjourner gratuitement dans l'une des chambres de l'hôtel pendant les 2 prochaines semaines, ce qui était le pic de la saison de ski. Maria a accepté l'offre, reconnaissante de pouvoir enfin bénéficier d'un peu d'intimité, loin de la promiscuité de l'auberge où elle partageait une chambre avec 5 autres filles. Maria avait enduré une semaine épuisante au restaurant, occupée toute la journée à livrer des commandes à plusieurs chambres. Le soir suivant, vers 2h du matin, après avoir sombré dans un sommeil profond dans sa chambre d'hôtel, elle s'est réveillée un peu groggy pour constater que la porte était ouverte. Des lumières éclairaient le couloir et une silhouette masculine se tenait à l'intérieur de sa chambre, la regardant dormir. Alarmée, elle a entendu un bruit métallique, laissant penser que l'intrus se préparait à enlever sa ceinture. Maria a crié, ce qui a effrayé la personne, et elle a quitté rapidement sa chambre. Le lendemain, Maria a interrogé la direction et ses collègues sur l'incident. Ils ont tous minimisé l'événement, suggérant qu'elle avait peut-être rêvé ou qu'un employé de l'entretien ménager s'était trompé de chambre. Le propriétaire de l'hôtel a fait aucun commentaire et après ça, il a complètement cessé de lui parler. Maria, quand même soulagée qu'il se soit rien passé d'autre, a poursuivi sa vie, trouvant un nouveau travail et un nouvel appartement. C'est environ 1 an après l'incident que Maria a découvert en lisant le journal local que le propriétaire avait été arrêté. Apparemment, il avait fortement intoxiqué 2 femmes au bar de l'hôtel, puis s'était introduit dans leur chambre une fois qu'elles étaient inconscientes. Ces femmes avaient réussi à réagir à temps, criant à l'assassinat et appelant la police. Elle s'est demandé si l'homme dans sa chambre cette nuit-là était le même propriétaire, et autant vous dire que Maria était à 99% convaincue que c'était le cas. Cependant, elle a ressenti un soulagement de pas avoir découvert la vérité à l'époque. La situation l'a vraiment perturbée, surtout quand elle repensait aux nuits qu'elle a passées parfois où elle avait bu un peu trop d'alcool et qu'elle tombait inconsciente. Elle s'est posé beaucoup de questions troublantes sur la possibilité que d'autres clients de l'hôtel aient pu subir des intrusions similaires sans même s'en rendre compte. Les années de lycée de Maxime étaient incroyables. Le sport et les notes lui venaient naturellement, mais il avait toujours eu du mal avec une chose, les femmes. En tant que terminale au lycée, il n'avait jamais eu la chance de vivre les plaisirs d'avoir une petite amie. Et il souhaitait que ça reste ainsi. Lana était parfaite. Ses yeux noisettes en amande et sa coupe de cheveux en brosse de loup avaient été les premiers à attirer son attention. Il se souvenait d'elle entrant dans la salle de classe et saluant leur professeur. Elle était magnifique. Le professeur avait dû le voir la regarder, car il lui avait donné la place à côté de la sienne. Les premiers mots qu'elle lui avait jamais adressés avaient été « Salut mec ». Il lui avait fallu 1 minute pour réagir, mais il avait finalement répondu par un rapide salut. À partir de là, ils avaient bien accroché et étaient devenus amis. Maxime avait fait de son mieux pour l'aider à s'adapter à l'école et l'avait même aidé dans ses devoirs. Bientôt, ils étaient devenus partenaires de classe et avaient finalement brisé la glace. Les sessions d'études étaient l'occasion pour lui de mieux la connaître. Elle avait la même énergie que lui. Elle aimait ses blagues et il aimait les siennes. Elle lui avait dit qu'elle venait d'une autre école à cause du travail de ses parents et qu'elle appréciait vraiment sa compagnie. Au fil du temps, ils avaient passé plus de temps ensemble en dehors de l'école. Souvent, ils sortaient manger ou regarder des films, mais seulement en tant qu'amis. Elle ne parlait pas vraiment à beaucoup de gens, alors Maxime appréciait de la voir rien que pour lui. Elle était finalement devenue sa meilleure amie et plus il parlait, plus il réalisait à quel point il l'aimait. Comme le bal de fin d'année approchait, ils avaient décidé d'y aller en couple. Maxime n'arrivait pas à croire qu'elle avait dit oui, et il avait hâte de cette grande soirée. C'est là que tout a mal tourné.
À mesure que le jour du bal approchait, il devenait anxieux. C'était le plus loin qu'il était allé avec une fille. Les 3 premières années de lycée avaient été solitaires. Il allait toujours au bal de fin d'année avec un groupe d'amis garçons. Beaucoup d'entre eux l'avaient félicité pour l'exploit. Sa mère était très fière et s'était assurée qu'il était prêt. Le jour du bal était arrivé, il était prêt. Sa mère leur avait loué une limousine et lui avait acheté un tout nouveau costume juste pour cette occasion spéciale. Il avait appelé Lana avant de se rendre chez elle pour la récupérer. Elle lui avait dit à quel point elle était excitée et vice versa. Enfin arrivé chez elle, il avait frappé à sa porte. Pas de réponse. Après quelques minutes, il l'avait appelée. Toujours pas de réponse. Maxime avait pensé qu'elle devait être dans le jardin. Alors il était passé par le côté comme il le faisait habituellement. Après avoir frappé à la porte arrière, il avait été soulagé d'entendre la voix du père de Lana. « Qui est là ?» Le père de Lana avait ouvert la porte avec un air confus. « Puis-je vous aider ?» avait-il demandé. Maxime avait dit que c'était lui et qu'il était là pour venir chercher Lana. Il avait dit à ses parents qu'il pouvait la récupérer à l'avance. Donc il était confus par la question. Son père l'avait regardé comme s'il était fou. « Je pense que vous vous trompez de maison. » Bien sûr, Maxime avait persisté et a demandé si c'était une blague. Il se souvenait avoir vu une autre silhouette se diriger vers la porte. C'était la mère de Lana. Elle semblait très détendue et s'était approchée de la porte en disant « Nous n'avons pas de fille ». Maxime avait été abasourdi. Après une bonne minute de dispute et de persistance, le père de Lana lui avait demandé de partir. Maxime avait hésité, pensant qu'il désapprouvait peut-être le fait qu'il soit le rendez-vous de leur fille. Mais ils étaient devenus de plus en plus agressifs. Acceptant enfin son sort, il avait trébuché en descendant les marches et en se précipitant vers la voiture. Il pouvait déjà sentir ses yeux se remplir de larmes en réalisant qu'il avait été planté là. Pourquoi l'avait-il ignoré ? Pourquoi avait-elle dit à ses parents d'agir comme des idiots ? Avait-il fait quelque chose de mal ? Il avait tellement de questions. Des questions qui n'avaient jamais trouvé de réponse. Il vivait dans une ville relativement petite, tout le monde se connaissait. Donc quand tout le monde prétendait que cette fille Lana n'existait pas, il avait failli perdre la tête. Après être rentré chez lui après l'incident, il avait expliqué à sa mère ce qui s'était passé. Elle avait l'air très confuse et lui avait demandé de qui il parlait. Il pleurait. Il lui avait dit que ce n'était pas le moment pour lui faire une blague et qu'il avait besoin de parler à quelqu'un. Mais elle avait continué à lui demander de qui il parlait. Tout comme pour les parents de Lana, il avait tenu bon. Mais la même chose était arrivée. Elle avait oublié. C'était tellement grave qu'il avait dû sortir son téléphone et lui montrer une photo d'elle. Sauf qu'elle n'était plus là. Il n'y avait aucune trace d'elle sur son téléphone. Ses photos, vidéos et messages avaient tous disparu. Leurs anciennes publications Instagram ensemble n'existaient pas. Plus important encore, son numéro qu'il avait mémorisé par cœur n'existait pas. Était-il en train de rêver ? La fille avec qui il parlait depuis plus de 6 mois n'existait pas. Personne ne l'avait-il cru ou tout le monde avait-il oublié ? C'était il y a 20 ans. Sans personne à qui parler ou à croire en lui, Maxime a avancé. Il a ensuite déménagé pour aller à l'université et a poursuivi d'autres aspects de sa vie. Finalement, il a rencontré sa femme. C'était l'amour de sa vie. Ils ont eu 2 garçons en bonne santé et un autre en route. Maxime avait un travail décent et une vie heureuse. Sa femme, Émilie, restait à la maison pour s'occuper des enfants, car son travail suffisait à soutenir toute la famille. Ils allaient souvent ensemble à des séances de parentalité. Ils n'étaient pas certains de pouvoir jongler avec un autre enfant, et le mariage avait été difficile. Donc ils avaient décidé d'apprendre à trouver un équilibre. Tout se passait bien, jusqu'à la semaine dernière. Le 2 décembre 2023. Ça faisait 2 décennies depuis qu'il l'avait vue pour la dernière fois, et c'est pourquoi il écrivait ce journal que je vous lis aujourd'hui. Il l'avait presque oublié après toutes ces années. Mais il l'avait vue. Après leur séance de parentalité, Émilie et lui étaient allés déjeuner. Ils avaient mangé dans l'un de ces restaurants avec une terrasse extérieure. La table à laquelle ils étaient assis était adjacente au trottoir où les piétons marchaient. Pendant qu'il attendait qu'Émilie revienne des toilettes, il avait remarqué l'un des piétons au loin. Il n'avait pas pu immédiatement la reconnaître, mais il savait qu'elle avait l'air familière. Plus elle se rapprochait, plus il en était sûr. C'était elle. C'était Lana. Elle n'avait pas autant vieilli que lui. Elle avait l'air d'avoir environ 30 ans et avait toujours le même type de coupe de cheveux et la même couleur de yeux. Il n'en croyait pas ses yeux. Il ne savait pas pourquoi, mais il avait peur. Comme si elle allait lui faire quelque chose. Cependant, elle semblait ne pas être consciente. Comme si elle ne l'avait pas vue et continuait simplement à marcher. Ses yeux la suivaient alors qu'elle descendait la rue, finissant par tourner au coin de la rue. Il voulait la suivre, mais sa femme revenait. Il pensait qu'il était en train d'halluciner. Mais il était certain que c'était elle. Quand ils sont rentrés chez eux, il n'a pas pu dormir. Pendant 20 ans, tout le monde à qui il avait parlé de Lana ne l'avait jamais cru. C'était tellement grave qu'il avait fini par penser qu'il avait tout inventé. Une façon de faire face à la solitude qu'il vivait au lycée. Mais il en était certain, il l'avait vue. Le 12 janvier 2024.
Maxime avait sauté des séances de parentalité avec sa femme à cause de son emploi du temps chargé du Nouvel An. Sa femme y était allée seule et s'était occupée beaucoup plus des enfants. Cependant, elle lui avait récemment parlé d'une nouvelle amie qu'elle s'était faite à la classe. Son nom était Lana. C'était probablement insignifiant, mais Maxime n'avait pas entendu ce nom depuis un bon moment. Ce qui l'avait vraiment troublé, c'était la façon dont sa femme l'avait décrite. Il était un peu secoué, mais il s'était rassuré en se disant que ce ne pouvait pas être elle, puisque c'était un nom relativement commun. Elle viendrait dîner chez eux dans une semaine, donc il aurait bientôt des réponses à ses questions. Le 19 janvier 2024, Maxime ne savait pas par où commencer. Il était assis dans le salon, terrifié, alors quand sa femme avait ouvert la porte au son du salut de Lana, il avait failli s'évanouir. C'était comme voir un fantôme, un simple rêve datant de 20 ans. Sa femme les avait présentés et les avait rapidement installés à table. Maxime était resté réservé. Il avait fait de son mieux pour contrôler ses émotions, ne parlant pas pendant tout le dîner, autre que quelques oui ou non. Lana semblait en fait peu intéressée par lui et s'entendait très bien avec sa femme. Il ne savait pas comment se sentir. Elle était réelle. Juste ici, devant lui. Après avoir enfoui ses émotions, il avait finalement eu le courage de la confronter. « Te souviens-tu de moi ?» avait-il demandé à Lana. Sa femme et Lana s'étaient tournées vers lui, confuses. « Au lycée, en terminale ?» avait-il demandé à nouveau, cette fois-ci un peu plus fermement. Sa femme était surprise. « Tu connaissais Lana ?» Il n'avait pas répondu. Il n'avait jamais vraiment parlé de Lana à qui que ce soit après être allé à l'université, et il n'avait pas pensé que c'était important de le mentionner à Emily. Il regardait juste Lana. Il voulait qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi, mais elle ne l'avait pas fait, gardant l'air perplexe sur son visage. « Tu as disparu », avait-il dit avec agressivité. Sa femme commençait à devenir tendue. Ne comprenant pas pourquoi il était si insistant, Lana commençait à se sentir mal à l'aise. Il pouvait juste le dire par la façon dont elle le regardait. Il n'y avait aucun remords derrière ses yeux. C'était comme si elle l'avait oublié, ou qu'elle n'avait jamais su. Le reste du dîner était extrêmement inconfortable. Lana venait de partir. Sa femme avait beaucoup de questions. Elle était fâchée contre lui pour son accueil peu chaleureux, mais après avoir tout expliqué, elle avait compris. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas parlé à quelqu'un de l'incident au lycée. Sa femme était très sceptique au début. Comme il n'avait pas de preuve de sa connaissance de Lana au lycée, elle ne le croyait pas. Ce n'était que lorsqu'il avait commencé à lui donner des détails spécifiques sur Lana qu'elle avait commencé à croire. Il lui avait parlé de ses parents et de quelques autres expériences qu'il n'était pas à l'aise de partager. Emily lui avait dit qu'elle voulait éviter Lana lors des séances de parentalité, ce qui était compréhensible. Donc ils avaient décidé de quitter le programme. Emily était confuse. Comment quelqu'un pouvait-il juste disparaître ? Ils ont décidé de chercher son nom sur Google. Il n'y avait presque rien à son sujet en ligne, à part quelques profils liés au travail. Ils ont passé 2 heures à faire ça sans résultat. Sa femme lui a dit qu'il était tard, alors ils ont abandonné pour le moment. Le 3 février 2024. Ça faisait 1 mois et la vie avait été comme d'habitude. Ils avaient décidé d'arrêter d'aller aux séances de parentalité. Depuis lors, ils n'avaient ni vu ni parlé à Lana. Ils pensaient qu'il était préférable de laisser les choses ainsi. Ils avaient leur théorie. Sa femme pensait qu'elle pourrait être un fantôme, mais il pensait que c'était autre chose. Mais de toute façon, il en avait fini de s'inquiéter. Ça faisait des années et il pensait qu'il était temps d'arrêter de penser à elle. Le 25 février 2024. Il ne pouvait pas dormir cette nuit. Il avait dormi quelques heures, mais il s'était réveillé d'un mauvais rêve encore une fois. C'était la 2e fois. Mais celui-ci était inhabituel pour le moins qu'on puisse dire. Dans le rêve, il avait vu sa femme. Elle était loin, mais il pouvait dire que c'était elle. Il avait commencé à s'y diriger, incapable de faire autre chose que de la regarder. Elle souriait, les bras grands ouverts lui faisant signe de venir vers elle. Il se sentait heureux et en paix en la regardant dans les yeux. C'était comme quand il l'avait rencontrée pour la première fois. Il savait qu'elle était parfaite. Elle avait commencé à parler. « Je t'aime ». Il avait voulu lui répondre, mais il ne pouvait pas. C'était un rêve lucide, mais il ne pouvait pas se contrôler. Elle continuait à lui dire « Je t'aime ». Mais ensuite, sa voix a commencé à se déformer, comme si elle s'étouffait. Elle continuait de le regarder. Ses mains étaient liées et ses yeux restaient fixés sur les siens. « Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. » Elle continuait. Mais il ne pouvait pas supporter ça. Elle étouffait avec quelque chose. Chaque respiration haletante se terminait par un « je t'aime ». Un liquide rouge a alors commencé à s'écouler de sa bouche. Du sang ? Il ne savait pas. Mais maintenant, elle ne parlait plus. Ses mains étaient sur sa gorge, cherchant de l'air. Il ne pouvait rien faire. Il voulait se réveiller. Que ça se termine. Mais il ne pouvait que regarder. Tout s'est passé si vite. Elle était maintenant sur le sol, en train de convulser et de se battre pour sa vie. Il hurlait à l'intérieur, mais incapable de bouger. Ses yeux, il regardait toujours dans les siens. Sa tête est restée en place, mais son corps tremblait incontrôlablement, jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Il pensait qu'elle était morte. Il voulait crier, hurler, voir si elle allait bien, mais il ne pouvait pas. Son corps sans vie reposait sur le sol. C'était un silence absolu.
Tout ce qu'il pouvait faire était de regarder son cadavre et il ne pouvait rien faire d'autre. Il a prié pour qu'elle se relève, mais personne ne l'a entendu. Ses yeux étaient toujours ouverts. Ils étaient maintenant révulsés et il ne pouvait voir que le blanc de ses yeux. Mais sa tête était tournée vers lui. Il ne savait pas comment réagir. Il était secoué jusqu'au fond de lui-même. Il a regardé son corps pendant quelques minutes. C'était tout ce qu'il pouvait faire. Mais soudain, elle a recommencé à bouger. C'était comme si elle revenait à la vie. Ses yeux se sont mis à l'endroit. Il a pu entendre ses articulations craquer et se remettre en place. Elle s'est alors levée et a commencé à marcher vers lui. Il était en extase. Il pensait l'avoir perdu et il était au-delà du soulagement. Mais quelque chose n'allait pas. Elle souriait. Le sourire qu'on a après avoir fait une blague. Alors qu'elle avançait vers lui, elle scrutait son corps de haut en bas. Sa femme se tenait maintenant juste devant lui. C'était presque comme si rien ne s'était passé. Comme si elle n'était pas juste morte et revenue. Quelque chose n'allait pas. Elle a commencé à rire. Non. Elle a commencé à hurler, un hurlement incontrôlable comme le Joker. Il était tellement confus, jusqu'à ce qu'elle commence à se décoller le visage. Elle commença par le haut. Agrippant le milieu de son crâne, elle attrapa ses propres cheveux et tira chaque côté vers le bas. Elle était maintenant hystérique, riant si fort que Maxime pouvait à peine entendre le son de sa peau qui se déchirait. Sa peau commença à se déchirer vers le bas vers son nez. Maxime pouvait maintenant voir son crâne. Il y avait du sang partout, couvrant son visage et son corps. Mais elle continua. Elle était maintenant au niveau de ses yeux. Son visage ressemblait à une tomate pelée avec 2 yeux globuleux qui en ressortaient. Maxime ne pouvait pas supporter la vue. Mais finalement, elle cessa de rire. « Je t'aime », chuchota-t-elle. Maxime ne souhaiterait même pas ce qu'il vit ensuite à son pire ennemi. Elle arracha la peau qu'elle avait déchirée et jeta les longs morceaux par terre. Puis elle le regarda dans les yeux et s'allongea. Maxime voulait que ça se termine. Il ne pouvait plus regarder ça. Elle se recroquevilla ensuite en position fétale, comme un embryon. Son corps devint blanc. Pas blanc comme pâle, mais un blanc plutôt gris. Ses vêtements se désintégrèrent. Mais son corps était lisse. Ses traits avaient disparu, comme une combinaison humaine. Elle recommença à convulser, mais cette fois, elle ne parlait pas. Les 2 morceaux de peau semblaient avoir disparu. Maxime ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Son corps se transformait. Après un bref instant, les traits commencèrent à revenir. Il put voir un visage à nouveau, des seins et des cheveux, mais ce n'était pas sa femme. Alors que son visage commençait à se reconstituer et que ses cheveux recommençaient à pousser, Maxime sut qui c'était. Elle commença à se lever, les mains couvrant ses parties intimes. Un sourire apparut sur son visage, un sourire sinistre. Maxime ne pouvait pas croire ce qu'il regardait. « Je t'ai manqué ?» demanda Lana. Maxime se réveilla enfin. C'était enfin terminé. Il transpirait comme un chien en plein été lorsqu'il se leva de son lit. Il était 3 heures du matin. Il n'avait dormi que quelques heures. Il vérifia rapidement si sa femme allait bien. Elle dormait paisiblement. Il rejoua le rêve dans sa tête encore et encore. Même si ce n'était qu'un rêve, il dit à Emily à quel point il avait peur. Il avait tellement de questions. Quelque chose lui disait que ce ne serait pas la dernière fois. Mais pour l'instant, il prendrait congé au travail le lendemain et se détendrait. Peut-être qu'il n'avait tout simplement pas assez dormi. 1er mars 2024. Les rêves ne cessèrent pas. Ils furent pour la plupart les mêmes. Sa femme mourait et Lana surgissait de nulle part pour lui faire une peur incroyable. Maxime commença à utiliser de la mélatonine pour mieux dormir, mais ça ne fit qu'empirer les choses. Ils consultèrent un spécialiste du sommeil et il leur dit que le problème pourrait venir du subconscient de Maxime. Il leur dit que la meilleure façon de résoudre le problème était de trouver et de faire face au problème. Bien sûr, Maxime connaissait déjà le problème. C'était Lana. Il avait encore tellement de questions qui restaient en suspens. Comment était-elle revenue ? Il ne lui avait ni parlé ni vu depuis la soirée du dîner. Donc ils décidèrent d'assister à une autre séance de parentalité pour essayer de la trouver. Bien sûr, elle n'était pas là. Maxime n'était pas très surpris, mais sa femme lui assura qu'il la trouverait tôt ou tard. À ce jour, aucun succès n'a été enregistré. Le 3 mars 2024. Toujours pas de chance, ils sont allés aux séances tous les jours depuis ces derniers jours et ils ne l'ont pas vue. Ils ont demandé au personnel s'ils l'avaient vue, mais ils leur ont dit qu'elle avait arrêté de venir vers le moment où ils avaient arrêté aussi. La femme de Maxime pensait que c'était une coïncidence. Mais pour lui, ce n'était rien de nouveau. Les rêves devenaient de plus en plus graves et il craignait pour sa propre santé. Il se réveillait constamment en pleine nuit, en sueur et en criant. Il devait régler ça rapidement. Le 5 mars 2024. Il est actuellement 2 heures du matin. Maxime a fait un autre rêve merdique. Habituellement, il serait attaché à quelque chose, incapable de parler, et obligé de regarder sa femme mourir tandis que Lana apparaissait. Il était déjà habitué à la routine. Ça semblait tordu, mais il avait fini par s'habituer à voir sa femme mourir de la pire des façons possibles. Jusqu'à présent, elle avait arraché sa propre peau, s'était enflammée et s'était tiré une balle dans la tête. Il en avait détesté chaque minute, mais il était devenu insensible. Lana apparaissait toujours peu de temps après la mort d'Emily, mais il ne comprenait pas pourquoi,
puisqu'il ne pensait jamais à Lana au quotidien. Mais ce rêve était différent. Emily s'était ouvert l'estomac et avait renversé ses entrailles sur le sol. Rien d'unique, mais cette fois, Lana était entrée plus tôt. Elle n'était pas apparue du cadavre d'Emily comme elle le faisait parfois, mais elle était plutôt entrée de l'extérieur de son champ de vision. Cette fois, elle s'était approchée d'Emily, toujours en train de saigner à mort, et lui avait donné un baiser sur la joue. Peu de temps après, Emily était sans vie, et Lana avait tourné la tête vers lui, comme elle le faisait habituellement. Elle s'était approchée de lui et avait commencé à sourire, comme d'habitude. Mais cette fois, elle l'avait touché. Elle avait touché ses lèvres. Mais ce n'était pas ça qui l'inquiétait, il le sentait. Ce n'était qu'un rêve, se disait-il. Mais il savait que c'était différent. Elle le lisait, comme si elle regardait dans son âme, comme si elle savait ce qu'il pensait. Il ne savait pas comment réagir. Il ne pouvait pas. Il voulait mourir à ce moment-là, jusqu'à ce qu'elle dise les mots « à bientôt » et le pousse légèrement. C'est tout ce dont il se souvenait. Il s'est réveillé et a réveillé sa femme et lui a raconté ce qui s'était passé aussi. Maintenant, ils ne peuvent ni dormir ni savoir sérieusement quoi faire. Sa femme lui a pris rendez-vous chez le psychiatre pour le lendemain, il pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Toujours le 5 mars 2024. Après que sa femme lui ait pris un rendez-vous pour le lendemain, ils ont décidé de regarder un film. Il ne pouvait pas dormir et ne savait pas quoi faire d'autre. À peu près à la moitié du film, il a entendu un tapotement sur l'une des fenêtres du salon. Ça sonnait comme un caillou. Il l'a ignoré, trop méfiant pour vérifier, mais un autre tapotement est venu peu après. Cette fois, sa femme et lui sont allés vérifier. En regardant par la fenêtre, il ne pouvait rien voir car il faisait trop sombre. Il ne savait pas quoi faire, se sentant comme un enfant voulant rester à l'abri chez lui. Sa femme lui a dit de ne pas s'inquiéter, c'était probablement des farceurs tard dans la nuit. Mais quelques secondes plus tard, il y a eu un coup fort à leur porte arrière. Il craignait le pire. Maxime attrapa son fusil de chasse dans le coffre de la chambre qu'il n'avait jamais utilisé auparavant. Sa femme disait qu'il exagérait, mais après avoir vécu le rêve, il ne prenait aucun risque. Tremblant de peur, il se dirigea vers la porte arrière et demanda à sa femme de rester derrière lui. Maxime alluma les lumières de la cour arrière et écouta le son. C'était très calme, car il était tard dans la nuit, mais il n'entendit quand même personne dans la cour. Après quelques minutes d'attente près de la porte, il eut enfin le courage de la bloquer et de vérifier ce qui se passait. Bien sûr, il n'y avait rien d'inhabituel. La lumière de fond éclairait faiblement la cour arrière, illuminant le barbecue et la silhouette de deux arbres. À part ça, il ne vit rien d'autre. Pour réaffirmer sa sécurité, il appela à contre-cœur. « Y a-t-il quelqu'un » Sa femme serrait sa main derrière lui. Mais il était convaincu qu'il n'y avait personne, jusqu'à ce que quelqu'un réponde « Je suis là ». Au début, Maxime pensait que c'était leur voisin âgé, mais cette voix était plus jeune et plus aiguë. Cette voix était familière. Sa femme recula instantanément. Il pensait qu'elle avait réalisé avant lui. C'était Lana. Il ne pouvait pas la voir au début, mais il savait. Son ombre se cachait sous l'un des arbres. Il la vit seulement quand elle commença à avancer vers lui. Une ombre planait sur le sol, se rapprochant lentement de sa femme et de lui. Il leva immédiatement son arme, réalisant qu'il n'y avait rien qu'il pouvait voir qui créait l'ombre. Sa forme s'affina alors qu'elle se déplaçait hors de la lumière. Elle se déplaçait toute seule. Elle s'arrêta finalement à environ 10 pieds d'eux. L'ombre s'agrandit ensuite, environ aussi large qu'une plaque d'égout. Il pointa son arme vers la chose, mais il ne savait pas ce qu'il visait. Avant qu'il puisse penser, une main apparut dans le vide. Un bras apparut, puis sa tête, puis un corps entier. La silhouette avait les cheveux longs et des vêtements déchirés. Sa peau était pourrie, comme un cadavre. Sa femme sortit rapidement son téléphone et appela la police. Maxime était maintenant face à face avec la chose, avec son arme comme seule protection. Après avoir regardé de plus près, il l'a reconnue. C'était Lana, mais son corps semblait semi-décomposé, comme si elle était un zombie. Elle resta là, menaçante. Il voulait tirer, mais il ne pouvait pas. Il n'y avait rien derrière ses yeux. Son visage se releva et rencontra le sien. Ensuite, elle leva son bras vers lui, cherchant son visage. Ses lèvres sèches et craquelées se mirent en mouvement, avec seulement un grognement qui sortit de sa bouche. Sa femme, qui était toujours derrière lui dit que la police serait bientôt là. Il ne l'entendit pas, hyper fixé sur le prochain mouvement de Lana. Lana était sans réponse, comme une statue, mais ensuite, elle commença à bouger. Il vit qu'elle plantait son pied dans le sol, prête à charger. « Ne le fais pas !» Il la prévient. Mais elle l'ignora et commença à se précipiter. Sa femme cria, voyant le mouvement soudain de Lana. Elle était rapide, tellement rapide que Maxime faillit tirer trop tard. Son fusil envoya Lana voler. Des morceaux de son corps volèrent dans les airs tandis que le sang jaillissait de partout, comme une piñata. La vue était horrible. Il resta là, réalisant qu'il venait de tirer sur quelqu'un. Les sirènes de la police étaient maintenant à seulement quelques maisons de là et il se tourna pour dire à sa femme d'aller les chercher. Mais elle devait être déjà partie pour dire à la police ce qui s'était passé. Alors qu'il attendait, il s'approcha des restes de Lana. Il voulait avoir une conclusion pour s'assurer que c'était fini.
Maxime craignait le pire. Quand il s'approcha du corps, il remarqua quelque chose qui n'allait pas. Les cheveux étaient différents. Ce n'étaient pas ceux de Lana, c'étaient ceux de sa femme. Il retourna le corps pour voir le visage de sa femme morte, les yeux toujours ouverts, avec une expression d'horreur. Il avait tiré sur sa femme. Entendant la police défoncer la porte d'entrée, il ne savait pas quoi faire. Dans l'agitation du moment, ses jambes commencèrent à bouger. Il se mit à courir. Il traversa la cour arrière et sauta par-dessus la clôture jusqu'au jardin du voisin, puis le jardin suivant, et le suivant. Il courut jusqu'au lever du soleil. Actuellement, il est chez un ami à 3 km de chez lui. Ses enfants, il ne peut pas y retourner. Il y aura bientôt une chasse à l'homme contre lui. Qu'avait-il fait ? Le 21 mars 2024. Les rêves sont toujours là, et sont devenus bien pires. Maxime craint pour ses enfants, mais il n'y a rien qu'il puisse faire. La police le recherche. Il a bien pensé à se rendre, mais il n'a pas pu le faire. Il a passé quelques nuits chez un ami jusqu'à ce que la prime pour lui soit lancée. Il ne peut plus dormir du tout, mais il sait ce qu'il a vu cette nuit-là. Lana était là. Ça pourrait être la seule documentation qu'il a de l'existence de Lana, mais il veut que le monde le sache. Pour lui, c'est la fin. Il refuse de vivre comme ça. Actuellement, il est au sommet d'un gratte-ciel et il pense qu'il va sauter. Il ne sait pas s'il le fera, mais il vous tiendra au courant à travers ce journal si jamais il ne le fait pas. C'est son dernier adieu. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère que ces histoires vous auront plu. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne, laisser un commentaire et vous abonner. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux frissons et à la prochaine.